À 17 ans, j'ai arrêté l'école. Ça me plaisait pas trop le système conventionnel, institutionnel, les cours transversaux. Et je suis issue d'une famille paysanne et où j'ai vu, je suis auvergnate de naissance, et où j'ai vu en fait les territoires bocagers disparaître, les vaches se faire remplacer par le colza et le maïs, les haies sauter. Ma grand-mère qui partait, voilà, qui avait de toute manière le jardin vivrier, donc lapin, poule, enfin basse-cour, potager à la maison. On tuait le cochon tous les ans. Et puis elle partait pieds nus et elle revenait toujours avec des bouquets qui allaient devenir tisanes et autres. Voilà, c'était ça mon univers en fait familial. Et quand j'ai décidé de prendre mon envol et que le cursus scolaire me plaisait pas, j'ai donc quitté ce milieu-là. Et je me suis engagée dans un premier temps dans la gestion de l'eau, mais l'eau de consommation. Une problématique, je ne vous expliquerai pas trop pourquoi en fait ça m'a parlé à ce moment-là, mais ça vibrait. Et je me suis rendu compte que les filières c'était Suez ou Veolia, donc j'ai repris mes affaires et je suis partie. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que si il y avait un axe à soulever, c'était la sensibilisation, l'éducation et la déconstruction en fait, voilà, sociale, individuelle et sociétale. Et donc pendant des années, j'ai été éducatrice à l'environnement, voilà, qui m'a amenée à être tout le temps dehors avec les gamins et à vivre des choses assez extraordinaires, un peu la colo que vous faites pendant un mois entre adultes, mais c'était avec des mômes, de ZUP, voilà, et compagnie, des gamins qui ne savaient pas ce que c'était que des murs, par exemple, le fruit, parce que les autres ils les maîtrisaient assez bien. Voilà. Et puis j'en ai eu marre de passer beaucoup de temps dans l'administratif pour très très peu de durée de séjour avec les mômes. Et puis une cassure sociale aussi, à devoir négocier l'arrêt des jeux vidéo pour pouvoir aller dehors et aller faire du vélo, des cabanes, faire un feu, se brûler, se mouiller, avoir peur, avoir chaud, avoir froid, vivre quoi. Et là, l'appel à la terre a été forte, et donc il y a 10 ans, j'ai engagé une transition et je suis partie avec vélo ou sac à dos à la rencontre de projets type Sainte-Camelle, mais d'autres, en ralliant en fait les pays du Nord et pays du Sud. Et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de rencontrer des pays dans l'Union européenne qui avaient vécu une crise économique. Voilà. Donc j'ai passé un peu de temps en Grèce où j'ai vu ce que c'était quand les banques te disent ben hey, démerde-toi en fait. Voilà, l'exode urbain et pas rural, donc c'était assez puissant. Et puis voilà, je suis revenue avec tout ce bagage-là, avec comme intention, et c'est celle qui m'anime aussi aujourd'hui, c'est à participer à l'esprit critique, à l'éveil de ce qui nous entoure et comment est-ce qu'on peut vivre avec cet alentour-là. Voilà, je suis à la fois souvent très émerveillée par le potentiel humain, comme très souvent en fait démunie de voir que toute cette intelligence est parfois pleine de non-sens. Et donc aujourd'hui, ça va être d'observer, enfin de comprendre et d'approcher l'eau, voilà, qui est un enjeu majeur. Même si en France on fait partie de quelques privilégiés du monde, mais il y a quand même des enjeux forts et qui se ressentent de plus en plus, et probablement plus dans le sud d'ailleurs que ailleurs, même si dans le Grand Est ils en pâtissent aussi beaucoup. Donc voilà un petit peu qui je suis et pourquoi je suis là. Voilà. Et je vous ai un peu parce qu'il faut bien se dire, allez, on va parler à des gens, c'est quoi l'entrée? Et donc vous, les gens que j'ai imaginé, vous étiez dans l'entrée de se poser des questions sur comment est-ce qu'on vit ensemble, écolieu, éco-village, éco-hameau. Donc la notion de collectif. Et ça tombe bien parce que il n'y a pas que les humains qui se réunissent en collectif autour de biens communs qu'est l'eau. Et donc mon approche, c'est aussi ça, c'est de reconsidérer cette ressource comme étant un bien commun à toutes les vies, qu'elles soient végétales, animales, petites, mobiles, immobiles, les champignons, on va quand même pas les oublier. Et donc c'est aussi par ce spectre-là et tous ces aspects-là que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Voilà, avec quelques aspects techniques, parce que je suis quand même, on me changera pas, je suis quand même une technicienne dans l'âme, mais vous faire un peu voyager dans cet univers. Ça vous va ? Et est-ce que il y a des choses que vous attendiez particulièrement de cette intervention, des points techniques ou des choses spécifiques?
J'ai fini ma journée du coup, c'est bon. Voilà, merci. Oui, dis-moi. Moi, on est assez un peu scotché à part ce qu'on a travaillé les jours précédents sur l'effondrement, etc. Et on s'est posé la question clairement hier dans le cas où il n'y a plus d'eau au robinet parce que le système ne fonctionne plus, comment on fait quoi. Ok, c'est ce qui vous préoccupe particulièrement. Eh bien, quelle est l'eau qui nous arrive assez gratuitement depuis le ciel? C'est la pluie. Et la chance est que, enfin la chance. Il s'avère que humains, on vit souvent dans des cabanes plus ou moins grandes avec des toits qui sont des collecteurs d'eau. Donc, si on imagine que le réseau de ville en fait s'arrête, se fait pirater, se fait polluer, je ne sais quoi, la résilience voudrait de prévoir plusieurs éléments qui assurent cette fonction d'abreuvement. Voilà. Votre besoin d'abreuvement est à peu près la même que tous les autres animaux. Les autres animaux ont aussi besoin de ce qu'on appelle de l'eau potable. Donc eau potable, imaginez pas que l'eau du robinet est potable. Hein. De mon point de vue, elle l'est pas du tout, dans la mesure où elle est pleine de chlore, pleine de résidus allopathiques et autres. Donc c'est pas ce que j'appelle potable. Potable, c'est une eau qui est minéralisée et exempte de pathogènes. Et donc tout mammifère a besoin d'avoir cet accès à l'eau. Ce que l'eau de pluie peut permettre, sauf qu'elle est peu minéralisée, donc il faut la reminéraliser derrière. Voilà. Elle n'est pas non plus exemple de pollution aérienne, donc il est intéressant de passer par des filtres. Il y a une grande mode sur le filtre Berkeley actuellement, qui est intéressant, un petit budget, assez facile à installer, mais qui ne traite pas. Et là, on est aux limites technologiques, même si on emmène des gens sur Mars, on n'a toujours pas trouvé comment filtrer les nitrates. Voilà, l'enjeu, c'est les nitrates. Et là, aujourd'hui, il n'y a aucun filtre à portée de bourse, à portée de budgets familiaux, on va dire, non industriels, ce n'est pas accessible pour le moment. Non, aucun filtre ne traite le nitrate. Si tu as les moyens, oui, mais c'est très cher, c'est très énergivore, donc une station solaire ne suffit pas, par exemple. Il faut avoir recours au réseau nucléaire, ou autre, mais en tout cas le réseau. Après, les Allemands ont pris un très très grand élan sur ce qu'on appelle la xyloépuration. Donc c'est l'épuration qui se fait par couche de bois inoculée de champignons, qui sont des procédés qu'on appelle la bioremédiation, c'est-à-dire que c'est tout un système de vie et de dégradation de vie, de décomposition de matière en fait qui va découper les molécules pour qu'elles puissent se recombiner en d'autres, mais qui demande beaucoup d'espace. Voilà. Et il y a un champignon que vous pouvez récolter assez facilement. Sandra, qui a parcouru plus le hameau que moi, en a vu, qui s'appelle la Tramette versicolore. Un champignon qui peut pas se confondre avec un autre et qui est aussi un très bon bioaccumulateur et que vous pouvez mettre en contact avec vos carafes d'eau, vos bouteilles d'eau en fait, et qui aura la capacité d'accumuler dans ses cellules en fait les nitrates. Et le champignon, ouais, Tramette, comme ça se prononce. Je crois que c'est un E dans ce sens-là. Et versicolore, comme ça se prononce. Voilà. L'idéal, c'est qu'il puisse avoir un temps de contact assez long pour que les cellules puissent agglomérer en fait ce qui est en suspension dans l'eau. Moi, je me donne une nuit, tu vois, par exemple. Je remplis la carafe le soir avec le contact aux champignons et je bois cette eau le matin. Donc voilà, c'est un roulement toutes les 8 heures, quelque chose comme ça. Que vous pouvez aussi... pardon ? Du coup, ce champignon, il y en a qu'à une période très courte de l'année ? Alors, il est présent partout dès qu'il y a un bois assez jeune en décomposition. Voilà. C'est surtout la bouffe qui le fait venir, plus que le milieu. Il peut même se déclencher l'été, en fait. C'est un des premiers saprophytes, donc les premiers organismes qui viennent décomposer, en fait, la cellulose et la lignite brute, en fait, du bois. Donc voilà un des outils pertinents et efficaces, en fait, sur les nitrates. Mais jusqu'alors, il n'y a pas de solution miracle. Je pense que vous êtes tous conscients que si on ne veut pas boire ce qu'on n'aime pas, alors on arrête de l'utiliser. Typiquement, si vous mettez dans votre eau, que ce soit la lessive, le liquide vaisselle,
le gel douche que vous ne seriez pas capable d'ingérer, alors ne l'utilisez pas. Et déjà là, il y aura une grande dépollution, puisque la pollution qui est générée, elle est humaine principalement. Il y a l'activité industrielle, il y a l'activité agricole, et il y a l'activité quotidienne. Et les activités quotidiennes, voilà, imaginez que tout ce que vous allez mettre dans l'eau, une grande partie va revenir. Donc si vous ne voulez plus la voir, alors ne la mettez plus en circulation dans le réseau. C'est aussi simple que ça, finalement. Tu conseillerais quoi Alors, très honnêtement et avec toute la radicalité qui m'habite, il n'y a plus rien qui rentre dans l'eau qui vient de centrales d'achat, type supermarché, même Biocoop, hein, même l'eau. La lessive, c'est nous qui la faisons, elle est éolière. On n'a pas de gel douche, on n'a pas de shampoing, c'est des savons qu'on fait nous-mêmes, donc on sait d'huile d'olive, de cendre, d'huile essentielle. Et vous pouvez nous envoyer une recette? Ouais, si tu veux, mais pléthore, le lierre, il y a rien de plus simple que de cueillir des feuilles, de le mettre dans l'eau froide, de le monter à ébullition et de le filtrer. Les dentifrices, argile, etc. Vos produits ménagers, le vinaigre en fait, hein, c'est très efficace, c'est un super biocide pour les pathogènes qu'on veut éliminer à la maison et qui est comestible. Donc voilà, c'est revoir en fait les gestes que vous avez du quotidien et vous poser la question, est-ce que je l'ingérerai ça ou est-ce que je l'ingérerai pas? Si vous ne l'ingérez pas, à bannir. Et je vous dis ça parce que même s'il y a une transition qui, à mon sens, est encore très lente, mais il y a eu une époque, il y a une quinzaine d'années maintenant, où la gestion de l'eau de consommation était sous gouvernance en fait territoriale, donc c'était les communautés de communes ou les communes, voilà. Et puis la réglementation devenant compliquée, de plus en plus compliquée, les compétences de moins en moins présentes en fait sur les territoires, il y a eu comme on appelle ça, des reconversions en fait de compétences, et donc c'est des grandes industries qui ont pris la manne en fait sur l'eau, et on ne peut rien attendre de ces personnes-là. On veut dire, c'est comme d'attendre que Macron un jour nous fasse un super programme écologique. Je pense qu'on peut tous très fortement espérer, mais ça n'arrivera pas. Donc voilà, c'est un peu la même métaphore en fait. Donc l'émergence doit venir de nous, de la société en fait, la société qu'on appelle civile, mais pour moi c'est un pléonasme parce que toute société est constituée de civils avant tout. Et donc voilà, les actions du quotidien, c'est nous qui avons le pouvoir de faire changer les choses petit à petit. Et si je peux me permettre aussi, vous qui avez dans une intention de vivre différemment et en marge peut-être du système, je vous inviterai à rentrer dans un engagement d'exemplarité aussi, à faire en sorte que vos lieux, non seulement ils sont plaisants et ils sont sains à vivre sous toutes les sphères en fait, et qui puissent aussi inspirer et montrer d'exemples à d'autres personnes qui ont peur de franchir le pas, ou c'est pas leur portée culturellement, qui ne sont pas en fait de nos milieux, et qui peuvent en fait par le biais de visites, par le biais d'échanges, par le biais de discussions au marché, en fait peuvent rentrer en contact avec vous sur ces aspects-là. Il y a beaucoup à faire, et les compétences et les expériences manquent énormément sur tous les territoires. Sur l'eau, j'ai une question. Ouais. Le cycle de l'eau, l'évaporation et puis après la pluie, ça veut dire que les éléments se retrouvent dans l'évaporation et la pluie. Oui. On vit dans un bocal. Hein. La Terre, c'est un bocal. C'est un très grand bocal, mais ça reste un bocal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste qui fait tout le cycle de l'eau? Tout. Et autant les grosses molécules que les toutes petites particules. Alors, à quoi servent les stations de filtration? Les stations d'épuration? C'est pour dépolluer les eaux de sortie de maison, parce que toute eau sortie de maison va retourner dans son milieu naturel. Et que, la pollution de masse, en fait, c'est nos déjections. En tant que mammifères, on évacue énormément de phosphate dans nos selles, et c'est un polluant sur les milieux naturels. Il y a tous les pathogènes aussi, qui peuvent avoir un impact assez lourd sur le milieu naturel et revenir en fait dans la chaîne d'alimentation et donc nous contaminer. C'est un peu ce qui arrive, hein, les pics de gastro. C'est ni plus ni moins en fait un retour de vacances et donc un changement en fait de volume à traiter qui fait que dans le milieu naturel ressortent en fait des particules nocives.
Et puis, ce qu'on va chercher aussi à éliminer dans les stations d'épuration, c'est tout ce qui va être polluant lourd, donc tout ce qui va être contenu dans les vernis, dans les produits ménagers, tels qu'ils soient, en fait, sol, mur, linge. Et malheureusement, n'est pas traité les résidus allopathiques. Seulement les stations qui sont équipées d'osmose inverse, mais en France, c'est très peu. Aujourd'hui, les publics avertis vont sur les tis. Pathogènes, ok. Les pathogènes, c'est tous les organismes, les micro-organismes tels que bactéries, protozoaires, virus, qui engendrent des maladies, des déséquilibres. Et résidus allopathiques? Et résidus allopathiques, c'est tout ce qui est voie médicamenteuse, donc tous les médicaments que vous ingérez, qu'ils soient aussi, innocents que paraît un Doliprane ou un ibuprofène, qu'une pilule contraceptive, on peut aller plus lourd sur tous les traitements cancéreux, etc. Et bien, à un moment donné, ces personnes-là vont, à un moment donné, pisser, chier, et tout ça dans un toilette à eau potable qui va finir dans le réseau, et tous ces résidus-là sont dans le robinet. Voilà. On analyse une eau de pluie, on constate ça dedans. Dans une eau de pluie, ce que tu trouveras en grosse majorité, c'est des hydrocarbures et des aérosols adjuvants, solvants et compagnie. Qui sont en suspension dans l'air. L'émanation en fait des moteurs, que ce soit des moteurs routiers ou des moteurs aériens, et puis toutes les fumées. Voilà. Ce que tu mets dans ton poêle, ce que Jean-Michel met dans son champ tous les week-ends de février à mars, juste avant l'interdiction, à brûler les pneus et les sacs plastiques, voilà, tout ça. Et est-ce que l'état des tuyaux du réseau, ça a un impact? Ouais, surtout que sur 98% du territoire français, maintenant, c'est des conduites en plastique, et où il y a des résidus plastiques dans, c'est PET? Non, c'est du PV? Ouais, PVC. Le PVC, il a une tenue de dégradation assez courte, en fait. Sur une conduite d'eau, on va dire milieu urbain où la conduite d'eau est tout le temps utilisée. C'est une durée de vie, en fait, de 5 ans. À partir de 5 ans, en fait, les particules qui contenaient le PVC vont se retrouver diluées dans la flotte. Et donc ça fait partie des molécules lourdes. Et du coup, les meilleurs tuyaux, c'est lesquels? Cuivre, fonte, qui était vachement pratique à gérer parce que tu détectes déjà, c'est métallique, donc tu le détectes. Va chercher, toi, une conduite en plastique pour aller réparer ça, parce que personne ne fait de plan en France. Ça, c'est un truc qui me fascine aussi, mais il n'y a pas une commune qui a un plan et qui dit, bah là, il y a le réseau d'eau, là, il y a le réseau électricité, là, il y a le réseau de gaz. C'est très, très rare que tu trouves ça dans les mairies. Et donc, voilà, tu passes un temps. Donc, sous les routes, il y a des quantités et des quantités de tuyaux, parce que généralement, on cherche pas la fuite, on refait un passage, on fait une conduite parallèle, quoi. Et juste pour que je me rende compte, parce que j'ai du mal avec ça, dans un immeuble, par exemple, à Paris, une fois que la chasse d'eau, on l'a tirée, tu peux dire rapidement... Qu'est-ce qu'elle devient? Oui. Ok. 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 On va partir du début, donc avant le robinet. Alors ça, c'est génial, quand je bossais avec les mômes, je leur demandais, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière le robinet? Tout un monde. Il y avait je me souviens qu'il y avait une classe, et il y avait un môme qui avait dessiné, derrière le robinet, imagine là au milieu du cercle, t'as un robinet, pour lui, derrière le mur, il y avait l'eau de la pluie qui se stockait là, et puis t'ouvrais le robinet, et puis c'était l'eau de la pluie, c'était hyper logique, quoi. Bon. Puis plus on grandit, plus c'est l'avenir. C'était peut-être, il s'appelait Gauthier, je m'en souviens très bien. Donc globalement, la majorité de l'eau en France provient de ressources naturelles, à savoir en grande partie des cours d'eau, donc rivières, fleuves. Et pour les territoires de montagne et ruraux, on va se retrouver plutôt sur de la source. Ok ? Globalement, quand l'eau est prélevée en fait des rivières, ça donne l'occasion aussi de regarder un peu comment ça fonctionne une rivière. Il y a ce qu'on appelle le lit mineur, donc c'est là où court l'eau et où on va se baigner, on fait des barrages de castors, etc.
et personne n'a étanchéifié le fond de la rivière. Donc il y a tout un monde en fait sous le lit qui est composé de cailloux, de sable, de limon, d'argile, avec en fait la nappe qui constitue le lit en fait majeur, qui est donc souterrain. Et il va y avoir un échange constant suivant les saisons entre la nappe de rechargement et le cours d'eau. Et donc il y a beaucoup de villes qui prélèvent en fait l'eau depuis un bras en fait du lit majeur qui est constitué de sable et qui vient en fait aspirer l'eau et qui est déjà passé par un filtre à sable qui enlève les grosses particules, les feuilles mortes, les larves de libellules, les corps de différentes vies, etc. Et ensuite ça va dans la station qu'on appelle l'usine d'eau potable. Dans cette usine, on va faire arriver l'eau dans un grand bassin, on va mettre un coagulant qui est un oxyde de fer qui va permettre que chaque petite particule en fait en flottaison devienne plus grosse en fait et que ce soit plus facile à filtrer. Ces fils, c'est des filtres à sable, donc c'est des grands lits de sable, l'eau arrive par en dessous et on la récupère en fait par en dessous, ça passe par 2 voire 3 lits de sable comme ça. Et ensuite, ça passe par la radiation ou la javélisation pour tuer toute source de vie à l'intérieur. Ok. Donc certaines stations utilisent l'ozone, d'autres les ultraviolets, et puis toujours un peu de chlore quand même derrière, parce que le chlore est rémanent, c'est-à-dire que à partir du moment où vous l'avez mis jusqu'à ce qu'il soit utilisé, il va rester dans l'eau et continuer d'être actif et d'éradiquer les pathogènes. Donc voilà l'eau en fait que vous avez à la maison, elle vient dans les grandes lignes de ce procédé-là. Ok. Il y a certaines villes qui fonctionnent en circuit fermé et on va y venir et qui reminéralisent. Voilà, suivant en fait les constituants en fait de la nappe et de la roche, il va y avoir une reminéralisation derrière. Pour les sources, c'est un petit peu différent dans la mesure où le captage depuis la source se fait en fait dans le temps, ils faisaient ça en maçonnerie, donc en pierre. Maintenant, on met des buses en béton. Donc, c'est des gros tuyaux, on va dire, en béton, qu'on met les uns sur les autres, où on nettoie, en fait, on fait en sorte que l'eau qui arrive de sous le sol, en fait, ne soit plus en contact avec l'argile, qu'elle devienne claire. Et cette eau-là, elle est captée et amenée dans des conduites, par des conduites, dans ce qu'on appelle les châteaux d'eau. Et c'est là qu'on va traiter au chlore. Voilà. C'est la seule chose qu'on fait sur les sources. Voilà, et ça c'est donc l'eau que vous avez à la maison. Donc en résumé, vous avez une eau qui est chlorée, donc sans vie à l'intérieur, ce qui est dommage, avec une minéralisation que vous maîtrisez pas ou que vous ne connaissez pas, et qui a à l'intérieur différents résidus qu'on ne traite pas. Et une fois que vous avez utilisé cette eau, douche, toilette, salle de bain et compagnie, elle va aller dans une station d'épuration, qui est une usine qui va retraiter l'eau avant son relargage en milieu naturel. Et donc là, l'eau va passer par un dégrilleur, c'est une grosse grille qui va récupérer tous les gros morceaux que contenait l'eau. Je vous assure qu'on trouve des choses absolument merveilleuses, dont des petits alligators. Ouais, c'est pas une blague. Des couches, je sais pas comment les gens arrivent à jeter des couches dans les chiottes, quoi. Il y a des techniques qui me dépassent. Mais c'est tout un monde, les dégrilleurs de stations d'épuration. Une super étude socio à mener. Et une fois que ça a passé ça, on va amener l'eau dans une première cuve où on va mettre ce même précipité en fait d'oxyde de fer qui va permettre de faire coaguler les petites particules en plus grosses qui vont passer par le système de filtre à sable, c'est tout pareil. Et après, cette eau-là, elle est quand même chargée en fait de toutes les bactéries qu'on a évacuées dans nos selles et nos urines. Et vous avez peut-être déjà vu, parfois il y a même des mouettes en fait qui barbotent, c'est des grands bassins ronds. On place ça généralement à côté de l'autoroute, là où personne ne veut rien voir. Et il y a des bains, des fois ça bulle. En fait, là, on élève les bactéries qui sont déjà présentes dans nos selles. On leur donne de l'oxygène, en fait, pour qu'elles se multiplient très vite et qu'elles deviennent très nombreuses et que du coup, elles mangent tout ce qui reste, en fait, de nos excréments qui sont très présents dans l'eau. Et elles passent comme ça entre 2-3 bassins suivant la densité démographique. Et au bout de quelques heures, donc ça dépend pareil de la densité démographique, on fait un test, une analyse pour mesurer le taux de pathogène. Et il y a un seuil à ne pas dépasser. Quand le seuil est non dépassé, on ouvre les vannes et ça part dans la rivière. Et plus loin, il y aura une autre ville qui prendra l'eau de cette même rivière, et etc., 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 etc. Voilà comment ça marche.
Non, pas spécialement. Il n'y a pas d'idéal dans la mesure où l'humain a été partout et l'humain a des impacts forts partout. Il y a des vallées moins sexy que d'autres, ça c'est clair. La vallée du Rhône, par exemple, elle est, de mon point de vue, elle est pas trop sexy, mais il y a aussi d'autres polluants qui se retrouvent beaucoup plus concentrés dans les lacs de montagne en fait qu'en plaine, voilà. Parce que ça, les vents font déplacer énormément de choses, et sur ça, on est au balbutiement de compréhension de la grande machine qu'est la Terre, quoi. Qu'est-ce qui définit les normes, du coup, et est-ce que ça a tendance à augmenter les seuils pour cacher un peu la mise? Il y a des seuils qui sont revus à la baisse, comme les pathogènes, c'est revu à la baisse. Ça, maintenant, c'est l'Europe qui le légifère. Voilà. Et les normes sont hyper intéressantes au niveau européen. Leurs objectifs est super intéressant, mais les moyens manquent et les moyens de contrôle, que ce soit opérationnel ou contrôle, manquent énormément. Ce seuil-là, sur tout ce qui va être pathogène, est revu à la baisse et on excelle, enfin on commence à être très bon là-dedans. Par contre, ce qui est revu à la hausse, c'est les nitrates. Voilà. Parce que la concentration de nitrates est trop importante et on peut plus, on n'arrive plus à limiter ça en fait. Voilà. Il y a des nitrates de synthèse qui sont associés à l'agriculture industrielle et on va dire conventionnelle. Et ensuite, il y a les nitrates qui sont naturels, qui viennent de nos urines, de nos déjections et des autres animaux aussi. C'est lié à ce qu'on mange et à nos métabolismes en tant que mammifères, en fait. Tu évacueras, tu as besoin de nitrates pour vivre et donc tu en évacueras parce qu'à un moment donné, dans ta journée, tu en auras trop consommé et pas assez brûlé et donc ça finira par être un déchet pour ton corps, mais ça fait partie de notre métabolisme. Voilà. Et c'est pas parce que t'es végane ou carnivore que tu as plus ou moins de nitrates. C'est pas lié. C'est les phytosanitaires. Il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi les engrais. Voilà. À la réponse, y a-t-il encore de l'eau non polluée sur Terre? La réponse est non. Voilà. Dans la grille de pollution, hydrocarbures, allopathie et pathogènes, la réponse est non. Aujourd'hui, il va falloir qu'on considère qu'au XXIe siècle, un de nos enjeux, ça va être de considérer que on vit sur un territoire qui a été et qui est pollué, et comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça et pour laisser quelque chose de vachement plus sympa aux gamins que ce qu'on nous a laissé globalement. C'est l'enjeu, et je le trouve très beau, c'est l'enjeu de notre génération, en fait, d'être dans cette transition, de passer après les 30 glorieuses, et d'être dans cette transition sociétale et de paradigme, en fait, et d'avoir la créativité pour seule limite pour faire mieux, en fait. Et ce qui va pas être très difficile, finalement. C'est ça qui est cool. C'est que partant de ce constat, on peut se permettre pas mal d'erreurs, hein. On peut pas faire pire, donc ça sécure. Maintenant, qu'est-ce que c'est un polluant? C'est quoi un polluant? On pourrait dire le pétrole, c'est polluant. Bah, le pétrole, si on l'avait foutu la paix, on l'avait laissé là où il était, c'est pas un polluant, en fait. Ok? Il avait voilà, sa raison d'être là où il était, dans sa poche. Le polluant, c'est une dose, une concentration d'un élément qui peut plus être mobilisé dans un système. Il est en excédent. Donc, ok, on considère ça. Tu as un excédent dans le système et ton corps va devoir faire avec cet excédent. Comment est-ce que tu peux accompagner au mieux ton corps pour qu'il puisse filtrer par lui-même cet excédent? Bah, c'est d'avoir une alimentation qui te convient, d'avoir un système immunitaire hyper compétitif, et que tu fasses attention à ton corps dans ce qui s'active, que tu transpires, que tu urines beaucoup et que tu l'accompagnes à évacuer tout ça. Parce que quoi qu'il arrive, tu vas l'ingérer. Juste avant sa question. Les sources, elles passent pas forcément par une station d'eau potable, dans la mesure où on considère que c'est tout le chemin que l'eau a fait en fait en souterrain qui a été filtré.
On fait quand même des analyses pour vérifier tout ça, parce que effectivement, même si t'es pas dans une rivière qui est tributaire, on va dire en direct des activités humaines, t'es pas le risque qu'il y ait un cadavre en fait d'animaux qui soit en décomposition sur le chemin de l'eau avant la source, qui est aussi plein de pathogènes. Donc on fait quand même des analyses, et cette eau elle est canalisée dans un château d'eau. On envoie en fait du site, c'est ces grandes tours qui servent à en fait stocker l'eau et qui basculent en fait par gravité jusqu'aux maisons. Et donc c'est dans ces châteaux d'eau qu'on injecte du chlore pour éliminer les pathogènes. Voilà comment ça marche. Chlore et UV, même effet? Chlore et UV, même effet, ils vont détruire les pathogènes, mais les UV ne sont pas rémanents. C'est-à-dire que le temps où l'eau va être en contact avec l'UV, elle va être désinfectée, et au bout de quelques heures, elle va si elle croise quelque chose, ça va repartir en fait. Donc ça peut être hyper intéressant si les conduites sont propres, etc., parce que tu réingères en fait de la vie, des micro-organismes bénéfiques. Mais si la conduite, elle a un trou, elle est fendue à quelque part, et que là, j'en sais rien, t'as un lexivia des tables ou je ne sais quoi, là, t'es plus protégé. Donc, quoi qu'il arrive, on mettra quand même du chlore, parce qu'il a cet effet de rémanence. Il maintient en fait l'eau propre sur tout le temps de son trajet. À la maison, on utilise ah non, je crois que j'ai redescendu la voiture la bouteille dans la voiture. Une section de charbon qui permet d'accumuler en fait certains résidus, et notamment le calcaire, parce qu'on vit dans une région où il y a beaucoup de calcaire, et je viens des volcans, alors mon corps il est pas trop habitué à consommer du calcaire comme ça. Et on met des micro billes d'argile qui sont en fait pas inséminées mais inoculées en fait de micro-organismes efficaces, donc des micro-organismes qu'on retrouve en fait dans notre microbiote, qu'on peut retrouver dans la lactofermentation, qu'on peut trouver dans les boissons vivantes, et qui permettent en fait de réensemencer nos intestins pour qu'ils puissent bien travailler. Donc ça peut être un complément aussi dans tes bouteilles de mettre ça quand t'es en ville, quoi. Et après d'aller chercher de l'eau. C'est toi qui étais à Lorient, on a mangé hier soir ensemble. Aller dans les monts d'Arrée chercher de l'eau de source, quoi. Et pareil, à laisser en contact entre 8 et 10 heures en fait avec l'eau, et du coup le charbon par les petits tubes en fait, des micro-tubes vont se nicher en fait le calcaire, certains résidus, et ça se nettoie, et puis les microbilles qui permettent de redonner de la vie à l'eau en fait, voilà. On dit que l'eau en bouteille c'était pas hyper simple, c'était surtout moins contrôlé que l'eau de ville. Ah, c'est sacrément moins contrôlé. Tu regarderas qui est propriétaire des eaux, voilà. Donc les contrôles, ils se les mettent bien où on pense. On va pas se mentir. C'est la même chose. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Même par exemple, pour ne citer aucune marque cristalline, c'est de l'eau de robinet qu'ils mettent à bouteille. Ils majorent juste le mètre cube, parce que derrière c'est une manne énorme. De la manière, tu ouvres une bouteille d'eau cristalline, t'as l'impression que tu rentres dans la piscine, quoi. C'est assez significatif pour le coup, quoi. Non, mais juste par rapport au JV, si c'est sur une maison, est-ce que c'est intéressant? Si tu es vraiment sûr, faut bien placer ton filtre. Faut qu'il soit vraiment après ton compteur d'eau général, et que tu sois bien alerte à ce qui se passe dans ta commune, en fait, s'il y a des travaux sur les lignes et compagnie, en fait. Tu vas désinfecter l'eau qui va arriver à la maison, mais en fonction des interventions ou des risques en fait avant que ça arrive chez toi, est-ce que le contact à l'UV va suffire en fait pour traiter ce qui était contenu? C'est ça l'enjeu, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de la manière dont on recrée de la vie autour de nous grâce à l'eau? Ouais. Avant ça, parce que du coup, je voulais vous parler de l'eau. Et j'appelle ça la gestion holistique de l'eau, c'est que j'ai des difficultés à prendre l'étape en fait eau potable, en considérant que ce qui se passe dans la maison, avant la maison, après la maison, ne me concerne pas, ce qui est absolument impossible, puisqu'on vit tous connectés dans ce fameux bocal qu'est la Terre. Que cette eau en fait c'est un bien commun. L'humain a pris beaucoup de place en fait sur la Terre, et a oublié qu'il y avait
qu'il y avait d'autres vies qui avaient aussi besoin et nécessité en fait d'avoir accès à l'eau. Et donc il est de notre devoir, de mon point de vue, quand on veut aménager en fait des espaces de vie, de considérer en fait la vie sauvage, qu'elle puisse avoir un accès à cette eau potable, et que dans nos systèmes, cette eau, elle puisse circuler et engendrer en fait la vie, ce qu'on appelle des continuités écologiques ou des corridors écologiques ou des trames. Donc je crois que c'est Sego qui avait mis en place Ségolène, qui avait mis en place quand elle était ministre de l'écologie les trams bleues, les trams vertes. Ça, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà. Donc, pourquoi holistique? Parce que chaque geste du quotidien a un impact, parfois irréversible, et parce que l'eau est certes source de vie, mais que c'est aussi un puissant solvant. Elle est capable de détruire énormément de choses, et elle est capable de nettoyer un spectre de dingue, quoi. Que ce soit du gras, que ce soit du cambouis, que ce soit n'importe quoi, en fait, vous vous lavez les mains et un peu de savon, et l'eau est capable de tout nettoyer. L'eau, par sa force, a la capacité en fait de sculpter les territoires. Et c'est ce qu'on va aller faire dans la deuxième partie, c'est aller regarder en fait une vallée, comment elle se construit en fait sous l'eau et sous sa circulation. Et que la meilleure manière de dépolluer l'eau, c'est de la laisser s'infiltrer dans les sols. Donc après les activités humaines, l'idéal ce serait de pouvoir laisser l'eau suivre son cours en fait naturel et de ne plus en fait la surcanaliser et qu'elle n'ait plus en fait d'accès à des filtrations naturelles que sont les sols. L'eau douce sur Terre, c'est plus que précieux puisque ça correspond à une petite goutte d'eau dans cette planète et que pour éviter encore une fois que l'eau douce ne reparte à la mer puisque la goutte, une fois qu'elle est sortie du nuage, elle va finir dans l'exutoire qui sont les mers ou les océans. Alors ici en Ariège, c'est dans le bassin versant d'Adour et Garonne, donc chaque goutte d'eau qui tombe ici ou qui sort d'ici va finir dans la Garonne, qui va finir dans l'océan Atlantique. Ok. Et donc pour aussi optimiser en fait cette répartition d'eau et cette circulation d'eau, l'idéal est de réfléchir à ce que dans nos systèmes, l'eau douce, elle fasse le plus de chemin possible in situ de nos sites, in situ de nos biorégions, pour ensuite repartir dans le grand chelem qu'est l'océan. Elle fait partie d'un tout. Quand on parle d'eau, il s'agit de savoir quels sont nos besoins. On va pas avoir le même recours d'eau en fonction des ressources qui sont présentes sur site, en fonction de nos besoins. Est-ce que j'ai besoin de déféquer dans de l'eau potable? Non. Est-ce que j'ai besoin d'eau potable pour laver mes fringues? Non. Donc, à partir du moment où on a établi ces besoins, alors il est beaucoup plus facile de réfléchir à qu'est-ce que j'ai comme ressource pour pouvoir l'optimiser cette ressource et être dans une moindre mesure de gaspillage. Ok? L'eau que j'ai besoin pour mes cultures va pas être de la même constitution et va pas être de la même origine et va pas avoir le même traitement qu'une eau que je veux boire moi. Ok? Donc, savez-vous de combien d'eau vous avez besoin pour vivre potablement par an? Pour boire et manger. Qui dit 100 000 200 000. Qui dit 2000. Alors, il serait intéressant, quand vous allez rejoindre vos pénates, d'aller piocher en fait dans votre dernière facture d'eau et déjà de regarder le volume d'eau que vous avez utilisé en fait sur le semestre ou l'année en fait courant, qui correspond à l'euro, et vous allez voir un mètre cube en fait affiché derrière. Et dans ce mètre cube, eh bien, vous allez essayer de quantifier, je sais pas, sur une semaine, sur un mois, une période de votre vie qui est représentative, et de juste, en fait, sans se juger, mais juste observer, en fait, ce que vous allez vraiment utiliser comme eau qui va rentrer dans votre corps, ou l'eau qui va rester en dehors de votre corps. Et ce qui va vous donner, en fait, une estimation de ce que vous avez besoin comme ressource d'eau potable pour les vies que vous êtes en train de vous construire. Ok? Si vous partez de votre facture globale, vous allez peut-être avoir un 20 mètres cubes, un 30 mètres cubes, mais dedans, il y a les douches, il y a le lave-vaisselle, il y a le lave-linge, il y a etc., etc. Si vous n'avez pas besoin de la même qualité d'eau, alors on mélange pas tout.
Il sera peut-être très pertinent de mettre beaucoup de moyens, que ce soit financiers, énergétiques, de matériel, à construire en fait des toits qui soient très bons collecteurs, avec des citernes qui soient de très bonnes collecteuses et qui gardent l'eau à l'ombre, etc., etc. Parce que vous allez boire cette eau, et le reste de l'utiliser et de la stocker d'une autre manière parce qu'elle sera utile à autre chose. Ok ? Et donc les usages, donc à vous de voir en fait quels sont vos usages, comment est-ce que vous allez vivre sur ce site, est-ce qu'il va y avoir des activités plus salissantes que d'autres, je sais pas, on a tous des voitures ou des vélos, donc un garage qui va utiliser du cambouis et je ne sais quoi, donc est-ce que l'eau va être utilisée pour nettoyer en fait ces particules salissantes ou pas, est-ce que vous allez avoir des jardins, etc., etc. Et je vous dis ça parce que l'irrigation n'est pas systématique. D'accord ? Personne n'arrose les chênes qui sont en train de pousser sur le cos là de Sainte-Camelle. Hein. Personne n'arrose les cornouillers, ok ? Donc il y a aussi dans cette gestion holistique de l'eau, c'est revoir nos usages et les fonctions. Est-ce que si mon objectif c'est de rentrer dans une démarche irréprochable d'utilisation d'eau, où je veux la gaspiller la moins possible, la polluer la moins possible et la préserver, eh bien, est-ce que je vais avoir la station maraîchage classique, poivron, aubergine, tomate, avec du goutte à goutte et des mètres cubes qui arrivent là-dedans pour faire des tomates et des solanacées à gogo, alors qu'en fait, c'est pas approprié? Je vous dis ça, mais c'est un vrai enjeu. Les choix alimentaires rentrent dans ce que j'appelle la gestion holistique. Que vous soyez producteur ou consommateur, vous êtes de toute manière tous les deux concernés, dans la mesure où son choix alimentaire va soutenir ce que vous voulez voir émerger de ce monde et rester de ce monde ou pas, et dans ce que vous allez vous produire comme nourriture, dans quelle démarche vous allez vous engager. Ça va ? Continuer de promouvoir l'agriculture par, peu importe les itinéraires techniques, j'ai envie de dire, juste par le choix alimentaire. Si on continue tous de vouloir manger des tomates mozza l'été, alors il faudra continuer de collecter de gros volumes d'eau pour irriguer ces tomates. Mais il n'y a pas que la tomate dans la vie, en fait. Ok ? Il y a des tas et des tas et des tas. Il y a 98% en fait des végétaux qui nous entourent qui sont comestibles, usuels ou médicinales, mais enfin 98%, on pourrait tous devenir des brouteurs et notre santé s'en porterait mieux et on aurait besoin de moins d'eau et besoin de moins abîmer les sols et etc., etc. Donc ça va être aussi dans cette réflexion-là. De quoi vous allez vous nourrir et comment est-ce que vous allez maintenir en fait cette production alimentaire. Il y a les usages de l'eau qui concernent aussi l'aspect de production énergétique. Encore une fois, faut pas tout confondre. On a l'habitude depuis 60 ans d'appuyer sur un bouton et tout fonctionne. Et on remercie en fait l'énergie nucléaire. Alors avant de se dire il me faut de l'électricité parce que j'en sais rien, qu'est-ce que un blender. Alors la mécanique n'est pas en fait de chercher à avoir du nucléaire pour avoir ce blender, mais une énergie qui transforme en fait un mouvement en un autre mouvement. Ok ? Et ben pour l'eau c'est pareil. L'eau elle est capable de mobiliser beaucoup d'énergie. De quelle énergie on parle ? De quoi il est question ? De mobiliser du mouvement, de mobiliser de la turbine, de mobiliser un volume d'eau. Qu'est-ce qu'on va chercher derrière ? Vous suivez mon raisonnement ? Ok. L'eau permet aussi de distribuer des éléments nutritifs. Tout ce qui va être par les pluies et les neiges en fait être érodé des massifs de l'Ariège, qui vont être des fragments en fait de roches, qui vont finir par être des minéraux et qui vont faire que les fonds de vallée deviennent plus fertiles. C'est pas pour rien qu'on a aménagé les fonds de vallée en premier, ok ? C'était plus doux à vivre, il y avait de l'eau et c'était des terres fertiles, ok ? Vous savez d'où vient le mot maraîchage ? De marais, exactement. Les stations de maraîchage étaient dans les marais parce que c'est là qu'il y avait la plus grande en fait fertilité. Et ça, on le doit à la circulation de l'eau. Ok ? Donc nos paysages sont aussi à revisiter dans cette dimension-là, où l'eau est un vecteur important de fertilité. Et puis, pas des moindres, c'est aussi la source de vie et qui permet d'héberger une grande biodiversité. La majorité des insectes prennent naissance dans l'eau, les batraciens, etc., etc., qui sont autant en fait de vie indispensables à l'équilibre des écosystèmes qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, parce qu'il y en a qui viennent du sud, qui est aussi une source
une source de protection contre les incendies, et pas des moindres. Ça va ? Donc quand je vous parlais de l'empreinte hydrique, quand je vous parlais de vos choix alimentaires, il y a ce qu'on appelle en fait l'empreinte hydrique qui calcule les volumes d'eau mobilisés pour, alors attention, pour de l'acquisition par l'éleveur de la vache jusqu'au morceau de bœuf que vous avez dans l'assiette. C'est tout ça. Donc c'est pas que la durée de vie de la vache, c'est aussi l'eau qui va être utilisée pour nettoyer en fait les étables, nettoyer l'abattoir, nettoyer les camions de transport, etc., etc., etc. Donc bien évidemment, ce qui est très consommateur, c'est l'élevage bovin en massif, mais en même temps, à faire de la sélection de vaches pour de la surproduction de viande, faut pas s'étonner qu'elle demande beaucoup à boire. Je vous montre ça en fait parce que il me paraît important de considérer que l'eau, elle a tous ses usages et que dans tous nos choix, encore une fois, du quotidien et dans tous nos actes du quotidien, on a un impact. Et que si vous avez pris le pas d'être végétarien ou végétalien, le coût en fait d'irrigation d'une tomate n'est pas anodine non plus. Ok ? Et ça devient un très gros enjeu au niveau des producteurs actuellement. Surtout avec les élans de financement des grandes bassines. Donc, ce que je vous inviterai à faire quand vous arriverez dans vos pénates ou dans vos projets, pour ceux qui sont en construction, c'est de faire un petit peu le point avec toute l'eau en fait qui arrive chez vous. Alors, ce qui est important à savoir, c'est le volume d'eau, mais c'est quand est-ce que ce volume d'eau il est présent. Ok, on n'est pas quand on habite sur la côte d'Azur, c'est pas la même. La précipitation peut être la même que dans les Cévennes, mais ça va pas être le même moment dans l'année où cet abat d'eau en fait va être présent. Ok, en Bretagne, on a les mêmes précipitations en fait que chez vous, mais vous avez de la pluie tout le temps. Mais il fait tout le temps beau aussi, c'est ça qui est magnifique en Bretagne. Chez nous, les mêmes millimètres, en fait, on les a concentrés entre novembre et juin. Cette année était très particulière, ça continué jusqu'au 15 août et ça a repris au 1er septembre. Mais c'est une année particulière. Nous, on avait trop d'eau par rapport à d'autres régions, mais on s'en plaint pas. Mais malgré tout, le département est quand même déficitaire sur le bilan hydrique de l'année. Donc voilà, regardez en fait quel volume d'eau rentre par la pluie en fait chez vous et à quel moment de l'année. Il y a beaucoup de territoires où on a beaucoup d'eau le moment où on en a peut-être le moins besoin. Donc, ce qui va vous donner aussi le ton sur vos stratégies. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour faire que ce volume d'eau soit à tes souhaits, soit bien présent, soit présent au moment où vous en avez le plus besoin. Ça va être aussi, si vous êtes en présence de sources, de puits, etc., etc., quels sont les débits de cette source, de ce puits? Est-ce que l'eau est présente à l'année? Ok, c'est beau de se dire j'ai un puits qui a une contenance de 15 mètres cubes, mais juillet, août, septembre, octobre, il faut que je fasse 100 quoi. Bon c'est pas le même paramètre que d'avoir 6 mètres cubes tous les jours, toute l'année. C'est aussi la vitesse à laquelle se recharge en fait le puits ou la source. On peut par exemple préver un gros volume d'eau pour remplir une citerne ou je ne sais quoi, et attendre 1 semaine, 2 semaines à ce que ça se remplisse. Donc il y a un cycle comme ça à connaître. Donc ça c'est important que vous connaissiez ça. Ok ? À savoir que en France, il y a un droit sur l'eau, ça on le doit à Napoléon, et qui a dit que tout ce qui était eau de rivière et source n'était à la propriété de personne. Donc vous pouvez être chez vous et avoir une source. Si demain en fait la commune ou le territoire n'a plus assez d'eau, ils ont le droit de venir en fait prélever l'eau de votre source chez vous. Vous n'êtes pas propriétaire de cette source. Moi, je trouve que c'est mieux aussi, parce que sinon ça va devenir très compliqué, mais c'est un bien commun. Exactement. Et la rivière, vous n'êtes jamais propriétaire de la rivière. Vous avez en acte d'achat, en acte notarial, un droit d'eau. Le droit d'eau, c'est vous avez le droit à telle période de l'année de prélever tant de volume. Ok, c'est ça le droit d'eau, et ça on vous le donne par acte notarial à l'achat. Ces droits-là, ils étaient acquis en fait, ça remonte, c'était à l'époque féodale. Et il y a des droits qui se sont perdus. En fait, il y a des accords dans les successions, dans les héritages, dans les guerres de famille, etc. Il y a des droits d'eau qui se sont perdus sur les propriétés.
Mais parfois, les notaires ont oublié ça, donc n'hésitez pas à leur demander, en fait. Et ça, ils fouinent dans leurs archives et ils vous le donneront. Voilà, mais sachez que vous n'êtes pas propriétaire ni du cours d'eau, ni de la source. Voilà. Vous en avez eu un usage, mais qui est légiféré, qui est... Donc ça veut dire que si, par exemple, on a un terrain où il n'y a pas de rivière, mais que le voisin, en fait, juste sur le terrain juste à côté, il y a l'accès à la rivière, en fait, si on s'entend pas. Si tu es pas en bord d'eau, non. Il faut que ton terrain soit la berge de la rivière, qu'il y ait un bout de ton terrain qui soit en berge de rivière. Ou si tu achètes quelque chose qui ressemblait à un moulin. Parfois, dans pareil, en fait, les familles qui étaient meunières avaient des droits particuliers à l'eau et qui se sont gardés de succession en succession. Donc ça, voilà, parfois il y a des petites choses comme ça sur l'achat de moulins. Voilà. Mais les moulins étant très mal entretenus, généralement tout le circuit ne fonctionne plus. Mais si le cours d'eau en fait passe ou le détournement de la rivière qui sert au moulin passe toujours, ben vous avez le droit d'utiliser cette eau. Et est-ce qu'on peut mettre une petite centrale dans... Non. Non. Vous n'avez pas le droit de créer barrage ou de choses qui perturberaient en fait la vie aquatique. Parce que la truite, l'anguille qui cherche à remonter en fait pour aller pondre, elle va se faire hacher là-dedans en fait. Donc de fait, maintenir la continuité écologique. Voilà, il est important de connaître aussi, en plus des précipitations, les surfaces de toiture que vous avez, parce que vous pourrez faire le jeu de multiplier une surface de toiture par les précipitations que vous avez annuellement et vous allez voir le volume d'eau que vous pouvez juste ramasser en bas de vos gouttières. C'est parfois plus que suffisant pour assouvir tous les besoins d'une famille par an. Et puis voilà, la présence de mares et d'étangs si vous avez ça sur place ou que vous voulez en fait le construire. Et en face, donc bon, c'est un tableau, mais à vous de vous emparer de cet outil comme vos neurones fonctionnent, de mettre en face en fait ce dont vous avez besoin et quand dans l'année. Et puis après, le jeu, c'est de tirer des câbles, en fait. Bah, tiens, tel usage pourrait être mis en fonction par, en fait, telle ressource, parce que, à ce moment-là, elle est présente et qu'elle est constituée de choses qui m'intéressent. OK? Donc voilà, petit jeu à faire pour vos projets. En gros, donc tu nous parles des toitures, tout ça, ok, on récupère notre eau de pluie pour notre consommation. Qu'est-ce que tu préconiserais comme traitement, entre guillemets, filtration de cette eau-là? Alors, l'eau de pluie, je la recommande pas forcément pour l'alimentation et l'abreuvement. Hein. Voilà, tout ce qui peut être vaisselle, douche, lave-vaisselle, lave-linge, ok. Sur l'eau, pour la boire, cette eau de pluie, faudrait être équipé de quelque chose qui te permet en fait de sortir tous les aérosols, hydrocarbures qui sont générés par les échappements aériens et routiers en fait. Et là, le seul procédé qui présente une certaine efficacité, c'est l'osmose inverse. Donc c'est fait percer l'eau très chargée par une membrane vers une source où elle est moins chargée, ce qui est un procédé extrêmement énergivore et extrêmement coûteux. Pour redynamiser l'eau simplement. Bah, ce que je vous disais, le filtre à charbon, enfin le petit bout de charbon et les EM en fait que je mets dedans. Ça la redynamise, ouais. On peut parler de biodynamie? Non. Non, ça lui redonne une certaine vie et ça lui redonne une autre forme en fait, on va dire. Et c'est de pas boire directement au robinet en fait, c'est de laisser le chlore s'évaporer en fait. Donc de changer d'habitude, c'est-à-dire au lieu de prendre l'eau directement du robinet, c'est de remplir des carafes et de laisser l'eau décanter, se reposer, reprendre sa forme. Plus elle sera dehors depuis longtemps, plus elle sera vivante et elle se sera un peu déchargée de chlore, quoi. Qu'est-ce que tu penses du système de lagounage et filtration par les plantes? La nature nous a pas attendu pour avoir des stratégies de filtration. Les marais sont des filtres naturels, ok? Maintenant, si on continue d'agir tel qu'on agit, à n'avoir aucune conscience dans ce qu'on rejette, tu peux mettre tous les végétaux qu'il y a derrière, ça n'enlèvera pas la pollution existante, ok? Maintenant, si tu as la maîtrise à 100% de tout ce que tu vas remettre dans l'eau, alors derrière, une phytoépuration à taille individuelle peut être très performante. Ok. À partir du moment où les végétaux qui travaillent sont des végétaux adaptés au sol et au climat, où elle est dimensionnée à la taille en fait du nombre d'individus, enfin du volume d'eau à traiter,
Et si, pas des moindres, elle est exempte de gras. Donc, j'en sais rien, ton gratin ou ton wok, au lieu de le mettre sous le robinet plein de graisse, c'est un coup de chiffon et ce chiffon qui part au compost. Voilà, de sortir, de ne plus faire rentrer de gras aussi dans l'eau. Si tu maîtrises tout ça, la phyto est très efficace. On a même réussi à faire de l'épuration d'anciennes casses automobiles avec des plantes, ok ? Mais cette bioremédiation, elle a un temps. Ok, il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Et si tu cherches à dépolluer une eau qui est très concentrée avec des molécules très complexes, ça ne fonctionnera pas. Il faut laisser autant aux organismes de décomposer, se nourrir, mourir, décomposer, se nourrir, mourir, décomposer. En général, on met plusieurs bassins en cascade. Ouais, ça c'est juste pour filtrer justement les graisses et les résidus en fait. Okay. Voilà. Donc si tu as évincé tous les corps gras en fait de ta vaisselle, tu peux te passer d'un filtre. Okay. Voilà. Et si tu as un petit comment on appelle ça, les grilles là sur les siphons, ouais, c'est ça qu'on a à la maison, ça s'appelle une crépine. Comme une passoire, tu sais, une passoire de thé aplatie que tu mets en fait sur ton évac d'évier pour ramasser les petits, voilà. Si ça, tu sors ça, tu peux t'enlever un bac. On met les bacs pour enlever le gras dans le savon et le gras de consommation. Voilà. Qui est un fléau en fait. Hein. Le gras, vous avez vu, ça flotte au-dessus de l'eau et ça évite. Il y a plus d'échange gazeux, ça la rend imperméable en fait, enfin étanche. Qu'est-ce que tu penses de l'augmentation de la vibration, de la purification de l'eau? Je suis intimement convaincue que plus tu observes quelque chose, moins son fonctionnement est naturel. J'aime beaucoup en fait le travail de ce Coréen qui met en évidence que plus une eau est vivante, plus elle a une énergie en fait dynamique positive. Moins il y a de vie à l'intérieur, moins elle a d'énergie dynamique positive. Voilà. C'est les choses en quelles je crois dures comme fer. Voilà. Et après, je n'ai pas assez de recul et je n'ai pas assez de connaissances sur toutes les expériences qui sont faites sur les énergies et les mesures en fait de calcul de tout ça. Voilà. Surtout qu'à partir du moment où tu observes le phénomène change. Donc voilà, ça, je mets des réserves. En revanche, plus l'eau est vivante, plus elle a une énergie dynamique positive. Voilà. D'où l'importance de rendre les eaux vivantes. Voilà. Et puis, c'est vrai que des histoires autour des zones miraculeuses, etc. De Lourdes, par exemple. De Sainte-Carrère. Ouais. Parce qu'il y avait des eaux qui avaient qui étaient chargées de certains minéraux en fait et qui avaient des vertus. Ils ont toujours des vertus, sauf que ces eaux-là, elles ont maintenant été captées, canalisées et elles sont plus autant chargées. Les termes ont quasiment disparu en France, quoi. Voilà, mais à l'époque, à Lourdes, en fait, c'était des eaux qui étaient très riches en manganèse, en magnésium, et c'était assez rare en fait d'avoir ces eaux de source-là. Voilà, chez moi, dans le Sancy, on avait des eaux très soufrées liées au volcanisme. Voilà. Et tu rentrais là-dedans et ça sentait l'œuf pourri et c'était, pour beaucoup, c'était l'enfer d'aller faire des cures là-bas et pourtant, tous les asthmatiques y passaient et allaient mieux derrière. Mais maintenant, ces eaux, elles sont rompues, quoi. Donc voilà, c'était les charges minérales. En fait, ce que je vous propose, c'est que on a fait le tour de l'eau et ça nous fait peur et on la pollue et elle est polluée et tout ça, et qu'après la pause on voit l'autre partie. Et du coup, pour finir, c'est un petit exemple en fait d'une sortie de machine à laver avec différents tubes qui sont reliés en fait. Alors le premier ici, c'est au tout à l'égout ou à la fosse septique ou à la phytoépuration, en tout cas à la jaille comme on dit chez moi. Et puis après d'autres tuyaux qui emmènent en fait cette eau vers un arbre. Donc pomme pour les non anglophones ou les bigleux, pomme, figue et citron. Et en plus, je dis ça parce que c'est très pixelisé, donc je pense que vous ne voyez rien, voilà. Donc c'était plus voilà. Et donc ça peut être une stratégie aussi d'équiper en fait dans vos installations, rénovations ou constructions, de réfléchir à la sortie en fait de chaque
comment je dirais, de chaque élément qui va utiliser de l'eau, qu'est-ce que cet élément peut fournir au système en fait. Donc c'est assez simple de à chaque fois qu'on fait une lessive, de changer le tuyau et du coup de donner le volume d'eau de notre lessive à un arbre ou à un lit de culture, enfin absolument tout ce que vous voulez. Ça peut même être une autre réserve qui va être utilisée à laver je ne sais quoi derrière, voilà. Et du coup vous avez aussi une maîtrise sur ça. Et de pouvoir, encore une fois, refaire circuler et mettre en lien les productions et les besoins en fonction des ressources que vous-même allez générer. Dans cet objectif de laisser l'eau qui est chez vous faire le plus de cycles en fait chez vous avant qu'elle reparte chez le voisin. Dans l'idéal, le voisin ferait aussi en sorte que l'eau fasse tous ses cycles et etc. etc. Et ainsi, l'eau serait moins torturée. Donc ça passe aussi par là. On a beaucoup parlé des voies d'entrée, mais réfléchissez aussi à vos voies de sortie. Ok ? La phytoépuration, c'est presque l'ultime en fait. Mais avant cette ultime, l'eau, elle peut avoir eu déjà plusieurs fonctions. Ok ? Ça peut être. Alors la machine à laver, c'est pratique. Généralement, les maisons en France sont faites comme ça. Mais ça pourrait être un lave-vaisselle. Il suffirait de réfléchir autrement le lave-vaisselle que comme Schmitt ou Ikea nous le servent en fait. Ça peut être complètement revu ça. Tu voulais dire quelque chose ? J'aurais cru que tu levais la main. Voilà, ça va ? Et une dernière petite chose avant de passer sur le reste, c'est dans la mesure où vous avez besoin de collecter de l'eau et de la garder la plus propre en fait possible. Je vous invite à réfléchir sur vos citernes. Ça, c'est un exemple d'une citerne qui est faite en béton armé et qui est, de mon point de vue, une des meilleures façons de pouvoir gérer son stockage à son dimensionnement. Ok ? D'autre part, le béton armé est étanche à l'air, étanche à la lumière. Si vous mettez un couvercle par-dessus, l'eau qui est contenue là-dedans reste propre. Ok ? Si vous voulez stocker de l'eau de pluie dans les fameuses et célèbres citernes d'1 mètre cube, blanches, en plastique, ça tombe bien, avec le confinement, il y a une rupture de stock, j'en suis très heureuse. Le plastique, je pense qu'on a compris que c'était pas fantastique, mais d'autre part, c'est la lumière rentre. Généralement, on laisse ça en plein soleil ou en pleine ombre et du coup, ça a des impacts en fait de température énormes. Et on voit très rapidement sur les parois des choses rouges. Ces choses rouges, c'est des algues ou en fait des bactéries qui sont très acidifiantes et qui sont des pathogènes. Ok ? Donc, si vous voulez consommer cette eau-là, c'est loupé en fait. Dans votre système de stockage, vous avez créé toutes les conditions pour vous auto-intoxiquer. Ok ? Donc, la meilleure eau pour la consommer, c'est une eau qui aura passé du temps au frais, à l'ombre et couverte. Il n'y a pas une feuille monte, il n'y a pas une salamandre, il n'y a pas une crotte de chauve-souris qui rentre là-dedans. Voilà, c'est propre. C'est gardé propre. Et c'est très facile à faire, on s'en fait souvent une montagne. Alors là, c'est en mode béton armé, mais il suffit de récupérer du parpaing, c'est encore plus facile à poser, un béton chaud dessus, et vous avez une réserve. Et vous la placez où ça vous arrange, et vous la dimensionnez à ce qui vous arrange aussi. Parce qu'avant, vous aurez rempli ce petit tableau que vous aurez transformé en bulle, en je ne sais quoi, où vous aurez fait apparaître vos besoins alimentaires et vos ressources. Et du coup, le stockage que vous devez avoir en maximum, généralement c'est l'été. Donc le gros volume de frein de printemps en fait que vous allez garder pour passer l'été, c'est le dimensionnement en fait de votre citerne. Et l'idéal, c'est qu'elle soit encore une fois que l'eau reste fraîche et occultée. Donc en fonction de tous ces cas de figure-là, à vous de voir où est-ce que vous allez positionner ça. Voilà. Donc si vous avez la chance d'avoir une face nord d'un bâtiment qui est en hauteur, c'est tout gagné. Mais il y a des endroits où c'est malheureusement pas le cas. Donc après voilà, c'est du bidouillage, de l'adaptation quoi, je dirais. Alors l'eau du ruisseau, il sera nettoyé. Là, c'est plutôt pertinent pour la collecte et le stockage de l'eau de pluie. Voilà. Qui n'a pas été en contact avec un cadavre. Donc, si c'est une source, par exemple. Si tu es sûr qu'il n'y a pas eu de cadavre, ouais, tout à fait. Gris aussi, ou là où ça...
où ça arrive, le truc, c'est pas qu'il y ait de feuilles. Exactement, exactement. Donc une petite crépine, voilà. Bah, enfin, les chenaux sont à nettoyer, hein, inévitablement. Mais une petite crépine en sortie avant la gouttière, avant la descente d'eau et après la descente d'eau. Avant d'aller dehors et d'aller regarder un peu le paysage et les aménagements, il y avait au moins 2 notions qui me semblaient importantes à vous transmettre. C'est que dans cet objectif de laisser l'eau en fait suivre ses cycles et ses cours naturels de façon à ce qu'elle remplisse tous les rôles écosystémiques sur le vivant et le non-vivant, c'est d'avoir des approches de gestion, ce que j'ai nommé gestion verticale et gestion horizontale. La gestion verticale, donc là on sort en fait du schéma de consommation, robinet, abreuvement, on va passer en fait sur les aménagements des espaces et des paysages. Et du coup, un des objectifs principaux va être de rendre possible la gestion, l'infiltration verticale de l'eau, de façon à ce qu'elle puisse recharger les nappes. Ce qui est de moins en moins le cas dans la mesure où l'urbanisation prend de plus en plus de place et de fait utilise des revêtements non perméables et de fait il y a un grand volume d'eau qui ruisselle et qui ne peut plus rentrer en fait dans les sols et des sols qui peuvent être très piétinés, très compactés par des engins ou des pratiques culturales. Il n'y a pas besoin d'avoir un tracteur et 100 hectares pour massacrer un sol et de fait de ne plus le rendre infiltrant. Donc, un des objectifs que je vous invite à tendre aussi dans vos projets et dans vos systèmes, à partir du moment où vous allez devenir des chefs d'orchestre, en fait, dans les systèmes que vous allez mettre en œuvre, ça va être de laisser ces sols les plus infiltrants possibles. Infiltrant, ça veut dire poreux. Ça veut dire qu'il y a de l'air à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a de la vie qui se succède et qui se déplace à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des racines qui sont présentes sur une grande partie de l'année et qui permettent à l'eau en fait de pouvoir rentrer dans les sols et d'aller renourrir en fait les nappes. Ok ? Ça vous va ? Donc ça concerne plutôt les puits, donc ça pourrait répondre à une de tes questions. Vous avez là en fait un exemple de ce que c'est un puits. Les puits étaient conçus en fait par les anciens pour une seule et unique raison, c'était d'avoir de l'eau propre à boire. Et donc ce qu'est un puits, c'est imaginer une grosse visseuse avec un foret qui va faire un gros trou en fait dans le sol jusqu'à trouver l'eau de nappe, ok ? Et de fait, en fait, par ce conduit réalisé, un seau, je ne sais quoi, une pompe permet de sortir en fait cette eau de nappe jusqu'à son utilisation, que ce soit le robinet, etc., etc. Ok ? Donc un puits, pour qu'il reste actif, faut que la nappe puisse être rechargée, ok ? Donc, si vous êtes entouré de territoires extrêmement imperméabilisants, eh bien, vous avez de fortes probabilités que la nappe se recharge de moins en moins. Et par ailleurs, ça fonctionne aussi un peu par voie d'appel. C'est-à-dire qu'un puits qui a été abandonné, s'il n'y a pas eu ces appels d'eau et ces appels d'air, l'eau ne peut pas revenir. Donc, une des premières actions que vous avez à mener si vous avez un terrain avec un puits, c'est de vous assurer déjà qu'il soit exempt de végétation. Donc c'est un travail qui peut être laborieux et un peu dangereux. Donc vous pouvez aussi avoir recours à des compétences qualifiées pour faire ça. Mais en gros, c'est de re-rentrer en fait dans ce grand tube et d'enlever la végétation et tout ce qui traînait en fait sur les parois et dans le fond, et de vider complètement l'eau qui s'y trouve ou la vase qui s'y trouve et de réenclencher en fait la venue de l'eau. Donc si quand vous avez curé, en fait, l'eau ne revient pas, il peut être nécessaire de faire revenir de l'eau, donc de charger le puits d'une autre eau et de le faire ressortir et de remouiller le milieu et de créer des mouvements en fait de pression. Réinstaller de l'eau, faire sortir l'eau, remettre l'eau, refaire sortir l'eau, et petit à petit, si la nappe est toujours présente, le puits va repartir en fait en eau. Ok ? À savoir qu'au-delà de l'imperméabilité des sols, la terre
je veux dire pas la planète, mais les parties émergées sont tout le temps en mouvement, ce qui fait qu'en dessous ça bouge aussi. Donc il y a des nappes, et notamment en Dordogne, là où on a vécu quelque temps avec Sandra, où sur le canton où on vivait, sur les 150 puits recensés, il y en avait que 5 en fait qui avaient encore la connexion à la nappe, parce que tout avait bougé et se déplaçait en fait chez toi sur le Limousin et la Charente en fait. Donc vous allez plutôt avoir un excédent d'eau chez vous, voilà, au vu de ce qui est en train de bouger. Pour savoir sur quoi, ou parce que vous êtes en prospection, ou parce que vous avez trouvé que vous voulez savoir un peu comment ça se passe dans les sous-sols, vous avez un site internet qui s'appelle le BRGM, qui est bon, je vous redirai pas l'acronyme, mais c'est des hydrologues, des hydrogéobiologues et compagnie qui ont réuni en fait toutes les données sur la métropole concernant la présence des nappes et quelle forme et quelles sont les sortes d'aquifères. Voilà, ce qui peut vous donner un peu une idée de ce sur quoi vous êtes sur vos territoires. Ok ? Tout à fait, ouais, tout à fait, qui prend même une partie belge et une partie allemande, puisque le côté Grand Est c'est piloté par voilà, franco-belge et allemand. Et par contre, je ne sais pas, ouais, je crois qu'il est pas là, mais il y a quelqu'un qui posait une question sur la Corse. Je suis pas sûre que la Corse elle soit régie par ça. Faudra vérifier. Voilà. C'est l'étude des nappes, principalement des nappes et des bassins en fait hydrographiques. Donc c'est comment est-ce que les affluents fonctionnent, est-ce que les recharges se font, les mouvements en fonction des saisons. Et ils font un énorme boulot. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on restait cantonné sur les connaissances avant les années 70, et que depuis les années 70, il y a eu un grand boom. Et donc là, maintenant, ils refont toute une étude sur comment tout ce qui a été humainement en fait changé impacte sur les sous-sols, voilà, puisqu'on avait l'étude naturelle et maintenant les activités humaines et les bouleversements sont de nouveaux paramètres. Ok. Et à savoir qu'une nappe, en fonction en fait de la saison, va changer de profondeur. Si vous forez en fait à l'hiver, vous allez avoir un puits très peu profond puisque l'eau sera bien remontée. Ok. Donc l'idéal pour faire un puits, c'est plutôt fin du printemps ou tout début de l'automne, où vous avez en fait après les premières pluies ou après les dernières pluies, où vous avez en fait un débit entre le débit d'étiage et le débit maximum, ce qui vous donne la tendance moyenne de profondeur. Je vous parle de ça parce que les puits, ça existe et vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir des biens avec des puits. Maintenant, j'aimerais laisser cette question en vos âmes et consciences. C'est dans quelle mesure on se donne encore le droit de faire de trous aussi puissants, aussi profonds dans la terre pour l'usage en fait qui sera de continuer à surconsommer. Voilà, là il y a je suis pas jugeante, c'est pas du tout mon propos, c'est plutôt de vous amener à avoir ces réflexions-là. Ça reste un viol en fait, ça reste une pénétration extrêmement violente. Et si on continue de perforer la terre, quid de en fait qu'est-ce que ça va devenir un gruyère finalement en fait, qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, je vous laisse avec cette réflexion et vous poserez bien vos curseurs là où ça sonne juste pour vous. Mais voilà, gardez bien ça quelque part. Et puis dans cette gestion en fait verticale où nos intentions sont posées sur laisser l'eau s'infiltrer, c'est aussi de pouvoir gérer les eaux de ruissellement. Ok, il y a la pluie, on a parlé des pluies sur les toitures, mais maintenant on va parler de la pluie en fait sur les sols, et on va parler de précipitations efficaces, c'est-à-dire que une pluie d'été va pas du tout avoir la même capacité d'infiltration qu'une pluie d'hiver. Pourquoi ? Le sol est chaud, déjà. Donc il y a beaucoup plus d'évaporation. Une goutte qui tombe sur un sol chaud, il y a une partie qui va se mettre en gaz. Donc le volume entier de la goutte ne va pas rentrer.
Et d'autre part, l'été, il fait tellement chaud et sec que l'ensemble en fait des micro-organismes qui sont dans le sol et qui maintiennent par ce déplacement en fait ces mini-galeries et ces petits pores en fait qui permettent à l'eau et à l'air de circuler, ben toute cette vie est descendue beaucoup plus profondément, se mettent en fait en zone fraîche et en zone humide. Donc toutes les parties en fait supérieures du sol, eh ben sont exemptes de vie. Tout le monde s'est mis en grosse sieste quoi. On va attendre qu'il fasse un peu plus humide et un peu moins chaud. Et donc les premières couches de sol n'étant plus poreuses, il y a moins d'infiltration. Donc les eaux d'été sont très peu infiltrantes. Et à l'inverse, et parallèlement, les eaux d'hiver, quand le sol est très froid et qu'il est déjà gorgé d'eau, eh bien, il va y avoir un plus gros volume qui va ruisseler et qui va plus avoir les capacités de s'infiltrer. Donc nos stratégies vont être différentes en fonction des saisons. Ok ? Et si on cherche à atteindre une certaine résilience, eh ben, on va engranger ça en fait dans nos consciences et nos cellules et d'aborder en fait nos paysages avec ces notions-là. Et si on résume, là, si je continue à avoir un potager classique avec les classiquement classiques cultivés et que je suis dans un territoire où il va faire très chaud et très sec et les premières pluies vont arriver très tard, eh bien mon besoin d'eau va être sur mes cultures. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pallier à ce sol qui devient sec, qui devient poreux, imperméable? Donc du coup, cette gestion de l'eau, on va pas la prendre au moment où on a besoin d'avoir de l'eau, on va la prendre bien avant et on va mettre en place des systèmes, des aménagements, des techniques en fait de jardinage, d'utilisation en fait des espaces verts en tentant de répondre à cet objectif. Vous suivez le raisonnement ? Ça vous parle ? Chic alors. Si toi aussi t'as le boogie, va sur Letty. Et avant d'aller dehors, je voulais vous parler aussi des notions de bassin versant, parce que là où on vit, là où on s'installe, on va être plus ou moins haut en altitude, avec des lignes de crête qui correspondent en fait au territoire, mais ce territoire qu'on occupe est inscrit dans un bien plus grand territoire. Ok ? En France métropolitaine, il y a 5 bassins versants. En gros, la France est découpée en 5 morceaux. Chaque goutte, par exemple, qui tombe en Ariège, elle va finir à Dour-et-Garonne, donc Atlantique. Donc tout ce qui va être géré ici va avoir un impact tout du long jusqu'à l'estuaire de la Dour ou de la Garonne. Ok ? Donc, si je prends cette dimension-là, si je canalise et je me mets en mode chaque goutte d'eau qui tombe chez moi reste chez moi. Quid de la personne qui se trouve en aval. Ok ? Un exemple comme ça, très très con mais tellement actuel, j'ai vécu pendant plusieurs années dans un écolieu en Ardèche où on avait un droit d'eau en fait sur un cours d'eau. Et les humains qui avaient des droits d'eau sur ces cours d'eau ne respectaient plus leur quota, c'est-à-dire le volume et la période de prélèvement. Ce qui fait que le cours d'eau arrêtait de couler après en fait notre terrain en fait. Le camping qui était derrière, il y avait plus d'eau. Ok. Et chaque semaine, les papis et les mamies, parce que c'était bon, il se trouve que les voisins c'était des papis mamies et qui remontaient en fait toutes les semaines, ils prenaient leurs tuyaux noirs et ils les montaient encore plus haut en fait dans la rivière pour être sûr que eux ils aient l'eau pour leur potager. Bon, ils se sont mis en survie. Ok, ils se sont mis. Nous, on a besoin d'avoir nos légumes, donc on va prélever l'eau. Si on avait tous cette démarche-là, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, en fait, il y a plus d'eau dans la fin des bassins versants, je parle. Ok. Donc, encore une fois, chaque goutte d'eau qu'on va collecter chez nous, elle va passer le plus de temps chez nous, mais après on lui rend sa liberté entre guillemets et on la laisse aller en fait là où elle doit continuer d'aller pour assurer ses rôles à la fois de biodiversité, mais pour aussi soutenir les autres humains qui sont en continuité en fait sur ce bassin versant. Et on va pas avoir les mêmes enjeux qu'on se trouve en haut d'un bassin versant ou en bas. Ok. En haut, ce qui pourrait être le cas en fait de Sainte-Camelle, qui se trouve plutôt en haut d'une petite crête, va se retrouver avec des dénivelés plus ou moins importants et avec en amont en fait très très peu de cours d'eau. C'est plutôt Sainte-Camelle se trouverait plutôt en fait sur la zone où les eaux commencent à se collecter, d'accord. Et la zone la plus fertile, ça va être Pamiers, où va y avoir en fait le cours d'eau bien plus gros, qui a tous les sédiments, qui est beaucoup plus fertile, etc., etc. Ok. Donc,
en fonction de là où on se situe dans le bassin versant, on va pas du tout avoir les mêmes approches sur la gestion de l'eau. Déjà, on va pas avoir les mêmes enjeux et on va pas avoir les mêmes stratégies. Ok ? Donc, pensez à regarder aussi où vous êtes dans vos territoires. Où est-ce que vous vous placez dans ce bassin ? Il y a un truc qui est assez drôle pour finir là-dessus. Nous, on habite. Alors, c'est rigolo parce que là où on est, là, à Ariège, c'est la tête du bassin versant à Adour-et-Garonne sud-est, et nous, on est tête de bassin versant nord-est, là où on habite avec Sandra. Et cet hiver, quand il y avait les étudiants, là, c'était au mois de février, on a eu énormément d'eau. Et tout chez nous était complètement inondé. C'est-à-dire que tous les drains dégueulaient, les ruisseaux dégueulaient, et les prairies c'était des flaques immenses. On ne voyait que de l'eau à perte de vue autour de chez nous, quoi, sur notre plateau. Et je dis à Sandra, allez, dans 10 jours, inondation Toulouse ou Bordeaux. Eh ben, ça a pas loupé. 10 jours après, c'était inondation à Toulouse, en fait. L'excédent était déjà tellement fort en haut du bassin versant que c'était obligé que ça bouchonne, et ça bouchonne généralement en fait sur les métropoles où c'est très urbanisé, où il y a des barrages, il y a des ponts, où l'eau est canalisée, etc., etc. Et donc si nous en haut on est blindés, en bas ils vont être blindés parce qu'il leur tombe dessus, plus ce qui va couler depuis le haut du bassin. Et c'est ce qui pêche dans la gestion en fait des paysages du XXIe siècle, c'est une approche transdisciplinaire des paysages. Les anciens ne construisaient pas n'importe où et n'importe comment, ce qu'on a un peu oublié en se croyant très puissant. Et aujourd'hui, il serait intéressant de réinvestir en fait les territoriaux, les communaux, pour pouvoir en fait discuter autour de ces problématiques et pouvoir revisiter en fait les actions de chacun et les objectifs en fait d'occupation des espaces et comment on occupe ces espaces. Sinon, on va faire que du pansement et de l'écopage et du pansement et de l'écopage. Bon, c'est aussi ce qui me fait vibrer dans la création d'écolieux et d'écovillages, c'est cette capacité que ces lieux peuvent avoir comme rayonnement. Une famille de parents-enfants qui font des choses à une échelle familiale, c'est génial, c'est une part de colibri indiscutable. Mais des écolieux, des écovillages, où c'est des groupements de personnes qui sont, en plus, par leur atypicité, attirent énormément l'attention, c'est là où tout se joue aussi. Alors, c'est pas pour vous mettre plus de pression que vous en avez déjà sur les épaules, c'est juste pour vous faire part de mon engouement à participer à cette formation, c'est que je crois fondamentalement qu'en réunissant, en fait, des forces vives, des intelligences collectives et qui pensent en fait les systèmes de manière holistique, permettent en fait de débloquer certaines barrières et de donner en fait des clins d'œil à des communaux, des territoriaux, des agences de l'eau, etc., etc. Et c'est parfois par des biais qu'on n'aurait pas du tout soupçonné, où on attire leur attention et où des choses, des discussions et des territoires peuvent être réhabités aussi. Voilà. C'est en ça que je vous invitais à être dans une recherche d'exemplarité dans vos projets. Et notamment sur l'eau qui est un indispensable à la vie. Et du coup, à partir de cette gestion verticale, on va pouvoir aborder tout ce qui va être gestion horizontale, et c'est en ça qu'on va aller à l'extérieur maintenant, c'est voir à partir de ces fondamentaux quels peuvent être les aménagements pour gérer l'eau de manière horizontale. Et donc, comment est-ce qu'on freine en fait sa vitesse, comment est-ce qu'on freine son phénomène, son caractère érosif, comment est-ce qu'on peut aussi la faire circuler dans les paysages. Ok ? Parce que c'est plus facile qu'un long discours. C'est surtout pour ça que je voulais encore vous garder un peu entre quatre murs. C'était pour vous montrer, je pense que ça va couler de source, mais sait-on jamais, qu'à partir du moment où l'eau tombe en fait sur un territoire, sur donc n'importe quel espace, l'eau a cette caractéristique de choisir le chemin le plus court et le plus rapide. Ok ? Et de fait, elle va se trouver en forte présence, voire engorgée dans les zones de vallée. Ok, et au détriment des zones de crête qui vont se retrouver beaucoup plus asséchées. D'accord ? Donc ce schéma montre le circuit en fait d'une goutte d'eau. Alors là, ça sent la cata. C'est la cata. Chaque point, c'est une goutte d'eau. Ok, et son chemin en fonction de où elle est tombée, la vitesse à laquelle elle va. Donc ces courbes-là, les courbes noires, pardon, c'est des courbes de niveau.
Donc ça veut dire que chaque point en fait de cette ligne est à la même altitude. Ici on se retrouve dans une vallée et ici on se trouve sur une crête. Donc si on doit lire en fait cette carte, enfin ce plan en 3D, là on est dans un creux, une bosse, un creux, une bosse. Ok ? Et donc vous voyez que naturellement l'eau, à partir du moment où la goutte va tomber, elle va choisir le chemin le plus rapide et s'engorger dans les vallées. C'est là où se créent en fait les rivières, les cours d'eau, etc. Et les zones de crête qui se retrouvent complètement asséchées. Ok ? Et donc dans la gestion holistique et horizontale que je pratique, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut homogénéiser l'eau de manière gravitaire. Comment est-ce que je peux désengorger une zone qui est blindée d'eau et blindée de fertilité, mais qui parfois est abrupte ou à l'ombre, etc. Et comment est-ce que je peux faire que cette humidité et cette fertilité puissent, de manière gravitaire, aller sur les zones qui sont les plus sèches, les plus érodées et les moins fertiles. Ok ? L'enjeu de répartition des territoires. Voilà. Et un territoire, quelques milliers de mètres carrés, quelques hectares, c'est déjà un gros job, quoi. Voilà, c'est déjà je trouve pas le terme, mais une belle mission, un beau challenge. On va l'emmener, mais pour comprendre certaines bases de lecture, cette maquette représente un bout d'un bassin versant. La ligne de crête qui se trouve en haut, on appelle ça la ligne de partage des eaux. C'est-à-dire qu'une goutte qui va tomber de ce côté va finir dans cet exutoire. Ok ? Donc si on reprend le grand bassin hydrographique de Adour-et-Garonne, là on est là c'est l'Ariège et derrière c'est les PO. Ok ? Donc une goutte qui va tomber de ce côté-là va finir en Méditerranée, une goutte qui tombe ici va finir en Atlantique. Ok ? La ligne de crête principale est toujours parallèle à la vallée principale, à l'exutoire principal. Ok ? Donc là, on reprend, on est en Ariège, et puis au contrefort de l'Ariège, entre les PO et l'Ariège, et ici on trouve, pourquoi pas, l'Adour. Ok ? Les gouttes d'eau dans ce morceau de bassin versant va rouler en perpendiculaire. Ok ? Depuis la crête vers en fait la vallée. Ok ? Et entre ces deux lignes, il y a tout un monde, il y a toute une topographie, en fait, ce qu'on appelle même une toponymie, où on va retrouver en fait des creux, des crêtes, des creux, des crêtes, des creux, etc. Ok ? Et donc nous, notre objectif, c'est d'éviter que ça se concentre ici et que ça coule vite en fait vers l'exutoire, et de créer en fait des aménagements pour gravitairement que l'eau qui va vouloir se rassembler ici puisse aller hydrater en fait des crêtes qui sont plus sèches, moins humides, plus sèches, moins fertiles, etc., etc. Et donc, ce qui définit les crêtes et les vallées en fait secondaires, c'est qu'elles sont elles dans le sens de l'écoulement des eaux. Ok ? Et un des objectifs de la gestion holistique horizontale, c'est d'éviter qu'elles continuent en fait de creuser, d'éroder, ok, et qu'elles sortent vite du bassin versant. L'objectif, ça va être de revoir en fait les aménagements et la manière dont on construit tout. Où est-ce qu'on place les bâtiments, comment est-ce qu'on place les accès, et toutes sortes de bâtiments. Il n'y a pas que les maisons, parce que ça, généralement, on est régi par le PLU, et quoi qu'il arrive, il y a parfois pas trop de sens. Mais et les petits bâtiments, les petites structures que vous allez faire dans vos projets, les accès, comment est-ce que vous allez circuler, où est-ce que vous allez placer en fait les zones de culture, les zones, sauvages et naturelles, les zones aromatiques, etc., etc., les zones de chill. Je ne sais pas ce que vous voulez dans vos terrains, ok ? Mais on va aussi, je vous invite à les réfléchir de manière à ce qu'elles puissent faire circuler cette eau-là, ralentir l'érosion et la faire circuler. Ça marche ? C'est clair ? Top. Eh ben allez, on va aller dehors et on va aller jouer à faire ça. Parce que j'y pense maintenant et que vous avez encore des choses pour noter, si ça vous intéresse, sur mon site internet, il y a donc c'est facelia.fr. Sur mon site, vous avez un onglet ressources. Et il y a, alors visitez tout ce que vous voulez visiter, mais sur la gestion de l'eau, il y a un onglet dédié à la gestion de l'eau et vous allez retrouver pas mal de travaux, ce qui complète en fait mon propos d'aujourd'hui, parce que en 3h30 c'est court, donc voilà, si vous voulez compléter le sujet, en fait, vous pouvez retrouver des infos dessus, et notamment
la synthèse traduite d'un monsieur qui s'appelle Brad Lancaster, qui avait écrit un bouquin. Alors pour les anglophones, en fait, vous pouvez le lire. Il y a 2 tomes. Ça s'appelle Rainwater Harvesting, la collecte de l'eau de pluie. Et je n'ai pas eu les droits de traduction intégrale, mais j'ai eu le droit de faire une synthèse traduite en français. Et cette synthèse, vous la trouvez en fait sur cet onglet-là. Vous pouvez en fait zoomer sur les techniques, sur les ouvrages, sur les objectifs, sur les principes de construction pour aller plus loin en fait. Voilà. Et vous verrez d'autres choses aussi, mais